retrouver pour un certain nombre d'entre nous ici physiquement, mais également pour celles qui ne peuvent nous rejoindre parce que, vous le savez, nous sommes en période de vacances ou de par des agendas qui peuvent être très chargés. Des associations que je veux pour certaines excuser. Je pense à l'Agence européenne des adoptés. Je pense au Comité protestant évangélique pour la dignité humaine, dont le vice-président est retenu à Valence, à la Fédération nationale de la médaille des familles françaises, les Gavroches, l'Institut Famille et République, les Sentinelles, Trace ta route, les Veilleurs, les Éveilleurs d'Espérance, et puis toutes les associations qui sont à mes côtés et qui vont se présenter dans un instant au moment de leur prise de parole. Nous sommes réunis parce que le Conseil des ministres de ce matin, vous le savez, avait un ordre du jour tout particulièrement important, puisqu'il s'agit en particulier de la présentation du projet de loi relatif à la bioéthique. C'est en janvier 2018 que les États généraux de la bioéthique avaient été ouverts. Nous voici, 18 mois plus tard, avec un projet de loi sur la table des ministres. Eh bien, c'est nos avis, notre réaction, mais également toutes les observations que ce projet appelle, que nous allons formuler devant vous. Et pour commencer, je voudrais donner la parole à Blanche Streb, qui voudra bien se présenter et nous expliquer quels sont les commentaires qu'elle peut faire sur le projet de loi qui a été présenté ce matin. Merci, Monsieur Meyer. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ça fonctionne ? On ne sait pas. On va essayer. Bonjour à tous. Alors voilà, c'est bon. Donc, je suis Blanche. Eh bien, on va déplacer le micro. On va y arriver. Impeccable. Je suis Blanche Streb, je suis directrice de la recherche au sein de Alliance Vita, directrice de la formation et de la recherche, et je suis pharmacien. Et je suis auteur aussi d'un livre qui s'appelle « Bébé sur mesure, le monde des meilleurs », qui traite d'un certain nombre de mesures importantes qui sont aujourd'hui dans le projet de loi. Alors nous, avec Alliance Vita, nous allons nous mobiliser fortement parce qu'en fait, nous sommes en colère devant ces injustices qui se profilent. Injustice sur la forme déjà, avec une forme de passage en force et de déni de démocratie, puisque les États généraux de la bioéthique préalables obligatoires à la loi ont été balayés. Et face aussi à ces injustices autour de ce que j'appelle le dérèglement bioéthique qui est annoncé dans ce projet de loi. Au fond, ce projet de loi se couche un peu devant une sorte de fascination technique et devant de nouveaux marchés qui se profilent. Le premier point, bien sûr, on l'appelle la mesure phare, c'est l'abandon du critère d'infertilité dans le cadre de l'AMP, qui est un basculement majeur, qui consacre un droit à l'enfant, qui ampute délibérément des enfants de leur père, qui contourne la médecine, puisque ce n'est pas un soin, qui crée aussi un détournement de la sécurité sociale, puisqu'on n'est pas dans le domaine de la santé, et qui engendre tout un tas de problèmes autour du don de sperme, de la pénurie et du risque de marchandisation aussi des gamètes et des corps. Deuxièmement, c'est aussi, avec ce projet de loi, on plonge un peu tête baissée dans l'économie du vivant. Le corps, finalement, devient un marché, avec ce sujet vraiment emblématique du prélèvement à la source, finalement, des ovocytes des femmes pour les mettre en banque. Finalement, une médecine qu'on prend complètement à l'envers, puisqu'on va faire subir à des femmes des traitements lourds, non dénués d'effets secondaires, pour peut-être un jour qu'elles puissent s'en servir. Derrière cela, il y a des mensonges graves qui sont faits aux femmes en leur laissant croire que c'est une garantie maternité, quand on sait qu'il faudra avoir recours à une fécondation in vitro obligatoirement derrière, et que déjà un couple sur deux reste sans enfant à l'issue des FIV. Donc avec cette autoconservation des ovocytes qu'on promet aux femmes, eh bien, il y aura seulement une femme sur 4 qui repartira avec un enfant. Donc vraiment c'est un sujet emblématique qui relève finalement d'un projet de société qui pose question. Il y a ce glissement aussi vers la gestation pour autrui qui est un risque absolument majeur, et puis toute la marchandisation aussi autour de la procréation artificielle en elle-même, puisqu'on voit bien à l'étranger que le grand marché, c'est celui des couples hommes-femmes qui ne sont pas infertiles, mais qui ont recours à la procréation artificielle
pour pouvoir avoir leurs embryons disponibles et les trier selon certains critères, comme par exemple le choix du sexe ou même la couleur des yeux, qui est un marché nouveau qui existe aux États-Unis. Le troisième point, c'est un énorme paradoxe que je voudrais soulever avec vous, c'est autour de l'embryon humain, qui finalement est le grand convoité dans ce projet de loi, avec notamment la procréation artificielle, et qui est aussi le grand oublié, le grand manipulé, le grand instrumentalisé. Dans ce projet de loi, on envisage d'affaiblir encore tout le régime qui est censé le protéger, qui est réduit à peau de chagrin. Donc on va fragiliser encore sa protection et on pourra le cultiver jusqu'à 14 jours in vitro, sachant que dans une grossesse, un embryon, ça s'implante dans l'utérus de la mère à partir du 4e jour. Donc on voit qu'on va de plus en plus loin et on ne sait même pas pourquoi, ça n'est absolument pas motivé. C'est juste finalement parce qu'on sait le faire que ça va devenir autorisé. Ensuite, ce projet de loi, il intègre des mesures en fait, qui nous font vraiment jouer aux apprentis sorciers. C'est un mot qu'a utilisé notre ministre de la Recherche, Frédérique Vidal, quand il y a eu cette annonce des bébés génétiquement modifiés qui sont nés en Chine. Ce n'est même plus de l'ordre de la menace, puisqu'il y a des enfants qui sont nés par ces techniques. Et donc, au lieu de clarifier, de renforcer finalement le projet de loi, on a supprimé en fait cette interdiction de créer des embryons transgéniques, des embryons génétiquement modifiés, et ça c'est une mesure extrêmement préoccupante. On ouvre aussi à la perspective de mélanger des cellules animales et des cellules humaines, ce qu'on appelle un peu les chimères, et puis aussi on autorise la fabrication des gamètes artificiels. C'est une nouveauté technique en fait qui mériterait vraiment des encadrements et en tout cas qui ne sont pas, dont finalement les enjeux ne sont absolument pas pris à la bonne mesure dans ce projet de loi. Et le dernier point, c'est une forme de constante pression eugénique qui pèse de plus en plus sur les femmes, sur la médecine, autour du diagnostic prénatal, autour du diagnostic préimplantatoire, avec des mesures qui sont toujours plus lourdes et plus anxiogènes. Donc nous, on demande vraiment à la loi bioéthique de retrouver sa mission, qui est celle de réguler finalement l'usage des technologies, des nouvelles technologies et des connaissances pour un progrès qui serve l'homme et pas un progrès qui l'asservisse. On demande aussi à ce que soit vraiment protégé le corps humain du marché, et en particulier le corps des femmes, et qu'il y ait vraiment des mesures de protection des droits de l'homme, pas les droits qui servent l'homme, mais vraiment les droits qui le protègent, qui protègent aussi la dignité de l'être humain, en particulier contre les atteintes à l'espèce humaine que j'ai pu évoquer. Et on demande aussi que soient vraiment développées des vraies recherches pour préserver de l'infertilité et pour restaurer la fertilité, quand c'est possible. Et qu'on crée vraiment des conditions socio-économiques qui soient favorables pour les couples, et en particulier, bien sûr, pour les femmes, pour qu'elles puissent avoir des enfants quand c'est le bon moment, sans être contraintes d'attendre jusqu'à devenir infertiles et de devoir ensuite se soumettre à des techniques qui sont lourdes pour leur corps et pour leur vie de manière plus globale. Voilà, c'est pour toutes ces raisons que nous devons nous mobiliser, que nous allons nous mobiliser, car ces mesures, elles nous concernent tous, elles touchent à la vie, elles touchent aux vivants, donc elles concernent chacun de nous, et elles nous lient vraiment très fortement aussi avec les générations futures. Voilà, je vous remercie. Blanche Streb, merci beaucoup d'avoir expliqué votre lecture. Pascale Morinière, vous êtes présidente des associations familiales catholiques. Et vous, que pensez-vous du projet qui vient d'arriver sur la table du Conseil des ministres ? Merci. Nous nous opposerons résolument à la PMA pour les couples homosexuels féminins et à la GPA qui, au nom de l'égalité, ne manquera pas d'être réclamée par la suite. C'est une déclaration d'Édouard Philippe en 2013. En accord avec cette affirmation de notre Premier ministre, les associations familiales catholiques, AFC, sont opposées à ce projet de loi de bioéthique qui nous fait entrer un peu plus encore dans la manipulation technique et marchande du vivant et de l'humain. Pour autant, nous savons, nous comprenons la souffrance liée au désir d'enfant de certaines femmes et de certains hommes. Associations familiales, voilà, nous savons ça, nous savons ce que peuvent vivre certains. Mais l'enfant, lui, il ne peut jamais être envisagé comme un moyen de répondre à la souffrance des adultes. Lorsque la loi désignera pour l'enfant qui vient au monde un enfantement impossible, c'est impossible, je pense que tous ici peuvent le reconnaître, c'est impossible d'avoir deux mères. Comment cet enfant pourra-t-il s'enraciner dans la succession des générations qui ont précédé à sa venue au monde ?
Lorsque des adultes qui font de la paternité ou la maternité sur le seul désir, désireront très fort, ils réclameront l'égalité et la justice, ils désireront très fort d'être parents à 3, à 4, au-delà de 50 ans, qu'est-ce que pourra leur répondre le législateur dans la mesure où la limite de l'infertilité a déjà sauté ? Lorsque l'enfant qui a grandi entre deux femmes qui ont été identifiées par lui comme ses mères découvrira qu'un homme n'est pas seulement une petite graine, mais est aussi à l'origine de ce qu'il est, le législateur sera-t-il encore là pour l'accompagner dans les conflits psychiques qu'il aura à résoudre ? Lorsque l'enfant réalisera que sa mère a congelé ses ovocytes pour qu'ils soient fabriqués au moment où ils dérangeraient le moins, parce qu'en fait c'est ça qui va se passer, c'est ce que l'enfant va pouvoir comprendre, eh bien que pensera-t-il de sa venue au monde ? Et que pensera-t-il de sa place dans la vie et dans le cœur de ses parents ? Lorsque l'enfant réalisera que du sperme a été acheté sur catalogue parce que les sécos étaient débordés de demandes, quelle valeur pourra-t-il donner à sa vie ? Pourra-t-il croire à l'amour inconditionnel de sa mère, de la conjointe de sa mère, alors qu'elles ont eu recours à des pratiques eugéniques ? Enfin, lorsqu'un enfant né d'une PMA saura que d'autres embryons conçus de ses parents n'ont pas eu sa chance et sont devenus des matériaux de laboratoire toujours plus facilement, comment la société l'aidera-t-elle à répondre à ces questions existentielles ? En ce moment, nous nous penchons davantage sur la protection de la planète. Voilà, on reçoit les égéries du climat à l'Assemblée. On se penche sur la protection de la planète, sur sa biodiversité, son climat, ses écosystèmes fragiles. Eh bien, nous devrions être capables de nous pencher ensemble, nous, toute la communauté nationale française, avec bienveillance, avec précaution et sans intervention technique intrusive sur l'enfant à naître. Le titre des États généraux de bioéthique, c'était « Quel monde voulons-nous demain ?» Eh bien, nous, AFC, nous voulons d'un monde où la dignité de l'homme est respectée dès sa conception, où les enfants ne sont pas convoqués à la vie et triés dans une boîte de pétri, mais conçus dans un acte d'amour et accueillis dans la douceur d'un ventre maternel. Nous voulons un monde où les enfants, même non programmés, sont accueillis et aimés de manière inconditionnelle. Enfin, nous voulons un monde où les gamètes, les embryons, les enfants et les ventres des mères ne puissent faire l'objet d'aucune manipulation et d'aucun trafic. Je vous remercie. Merci beaucoup, Morinière. Je veux excuser, je le disais tout à l'heure, les associations familiales protestantes. Leur présidente, Françoise Caron, a dit soutenir la conférence de presse qui se tient maintenant devant vous et également soutenir le communiqué de presse du Comité protestant évangélique pour la dignité humaine dont je vais vous donner lecture et qui s'intitule « Principes éthiques non identifiés ». Alors que le projet de loi déposé par le gouvernement d'Édouard Philippe s'ouvre par ce titre « Élargir l'accès aux technologies disponibles sans s'affranchir de nos principes éthiques », aucun principe éthique n'est affirmé en préambule ou défini dans le texte. Le Comité protestant évangélique pour la dignité humaine, le CPDH, constate avec une très grande inquiétude que le gouvernement ne justifie ni ne fonde les valeurs qui devraient le guider dans ses choix, alors qu'il s'apprête à modifier le sens de l'action médicale, en élargissant l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules, et en supprimant le critère médical d'infertilité. Par ailleurs, les conditions d'âge dans ce domaine sont nébuleuses, puisqu'elles seront fixées par décret en Conseil d'État. Elles prendront en compte les risques médicaux de la procréation liés à l'âge, ainsi que l'intérêt de l'enfant à naître. C'est ce que dit le projet de loi. Mais peut-on encore parler d'intérêt de l'enfant à naître, alors que la médecine sera mise au service du bouleversement de la filiation des enfants de France, en privant certains de pères dès leur conception ? L'accès à l'identité du ou des parents biologiques restera aléatoire pour un enfant conçu par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, puisque l'enfant ne pourra, à sa majorité, obtenir des réponses à ces questions qu'en cas de consentement express du tiers donneur à la communication de ses données et de son identité. Quel intérêt auront certains enfants à ne jamais savoir qui ils sont ? Quels sont donc les principes éthiques qui prévalent à de telles propositions du gouvernement français ? Et que dire du chapitre intitulé « Soutenir une recherche libre et responsable au service de la santé humaine », dans laquelle on trouve en effet une grande liberté d'action pour les laboratoires, mais aucune garantie éthique suffisante pouvant encadrer et préciser la responsabilité de ces derniers. Pour le CPDH, les précautions lexicales utilisées par le gouvernement, qui use de formules rassurantes,
prétendant, je cite, respecter des principes éthiques, agir au service de la santé, permettre la solidarité, ne font qu'ajouter à l'inquiétude légitime qui ressort de la lecture du projet de loi relatif à la bioéthique. Dans ce texte obscur et déroutant, le gouvernement n'a manifestement pas voulu tenir compte des avis que les Français ont exprimés il y a 1 an, lors des États généraux de la bioéthique. C'est anormal, regrettable et dangereux. Docteur Jean Lampert, c'est à vous que revient à présent la parole, et vous allez parler au nom du collectif pour le respect de la médecine. Nous vous écoutons. Oui. Alors le rôle de la médecine, pour nous, est de soigner des pathologies et de prévenir des maladies. Elle doit respecter un code de déontologie qui honore la profession et pour laquelle nous avons prêté serment. Compte tenu du projet de loi de bioéthique, le collectif pour le respect de la médecine alerte sur le risque de détournement de la médecine, détournement du système de soins français sur l'oubli du patient qui doit pourtant rester absolument la priorité du médecin. En outre, la PMA a un coût. Ceci se fera bien sûr au détriment non seulement du contribuable, car ces actes seraient remboursés par la sécurité sociale, mais aussi au détriment des malades eux-mêmes, que l'on fera patienter davantage. Nous ne pouvons pas tout assumer. Les hôpitaux, les EHPAD, les traitements qui deviennent de plus en plus chers, au point où on se demande si on pourra traiter à l'avenir tout le monde. Le handicap, la rééducation, la recherche. La liste est très longue. Cela va nous coûter de plus en plus cher et les caisses sont vides. 4 milliards de déficit, je crois, cette année. Nous considérons qu'utiliser la médecine pour contenter un droit à l'enfant et pour des personnes ne souffrant pas d'infertilité s'oppose à notre code de déontologie. J'ajoute qu'avec la PMA sans père, nous nous dirigerions vers la vente de gamètes et la location de ventre, ce qui nous fait aller vers un esclavagisme moderne. Si l'extension de la PMA était légalisée, c'est que de nombreux députés n'arrivent plus à se mettre à la place d'un gamin qu'ils priveront légalement de leur père. Quelle injustice pour eux! Laissons les lois telles qu'elles sont et protégeons le plus faible, l'enfant. Nous partageons donc totalement les objectifs et les actions à venir des associations présentes. Merci beaucoup, docteur. Bastien Uranga, c'est à vous la parole. Vous êtes président de Génération Avenir. Présentez-vous. Génération Avenir, donc, est un réseau de jeunes qui souhaitent se faire entendre dans le débat public sur tout ce qui touche à notre avenir. Sans la jeunesse, on le voit d'ailleurs sur le climat avec Greta qui est venue hier, rien ne sera possible. Nous souhaitons donc informer et sensibiliser sur des enjeux très concrets comme la solidarité intergénérationnelle, l'écologie et la biodiversité, la pérennité de notre système de retraite ou encore la famille, lieu d'épanouissement, d'éducation et d'amour. Nous sommes par exemple à l'origine de la campagne Grâce à mon père, qui a été affichée et diffusée au moment de la fête des pères dans plus de 70 agglomérations partout en France. Vous avez d'ailleurs des photos derrière moi. L'objectif de cette campagne était de mettre en avant de véritables binômes, père-fils, père-fille, pour montrer l'importance d'avoir un père et ce qu'ils apportent à leurs enfants. On pouvait par exemple voir Marie, qui a découvert l'art et l'artisanat grâce à son père, ou encore Hicham, qui est devenu garde du corps après avoir vu son père défendre un homme dans la rue. Un avenir solidaire donc, inclusif, juste, respectueux et durable, voilà les objectifs que nous défendons. Et puisque c'est de l'avenir que nous souhaitons parler, regardons quel est l'avenir que nous propose le gouvernement d'Emmanuel Macron avec ce projet de loi bioéthique. L'avenir que nous propose donc le gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est un avenir sans père.
l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules, c'est organiser délibérément la naissance d'enfants qui ne connaîtront jamais leur père, qui ne connaîtront jamais la moitié de leur famille biologique. C'est écrire à l'état civil qu'un enfant serait né de 2 mères, ce qui est une pure fiction. L'avenir que nous propose le gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est un avenir sans fraternité. Quand il s'agit de PMA, on entend beaucoup parler de liberté, laissez-nous avoir des enfants, d'égalité, les hétéros ayant droit, pourquoi pas nous. Mais alors qu'elle fait aussi partie de notre devise nationale, on n'entend pas souvent parler de fraternité. Et pourtant, elle doit être elle aussi au cœur de tout projet de loi. Parce que la fraternité, c'est protéger le plus faible, celui qui ne peut pas parler, c'est-à-dire l'enfant, et tout faire pour qu'il puisse grandir et s'épanouir grâce, entre autres, à ses origines transmises par sa mère et par son père. C'est parce que nous ne pouvons nous résoudre à accepter cet avenir qui nous est proposé par le gouvernement et par le président de la République que nous nous sommes joints aux associations ici présentes. Je vous remercie. Merci beaucoup de votre intervention. Aude Mirkovic, c'est à vous la parole. Vous êtes juriste et vous allez nous donner votre regard sur le projet de loi. Nous vous écoutons. Merci. Donc, je représente l'association Juristes pour l'enfance et je commencerai par une question. Mesdames, messieurs les journalistes, que faites-vous lorsque vous devez attester, faire état de votre filiation ? Eh bien, comme moi, vous produisez un extrait d'acte de naissance. Parce qu'en effet, la filiation découle de l'acte de naissance qui dit à chacun de qui il est né. Alors certes, la filiation ne se réduit pas à cet aspect biologique, et cette naissance, si elle est le plus souvent biologique, peut être aussi symbolique, en cas d'adoption ou lorsqu'un enfant est reconnu par un homme qui ne l'a pas engendré. Bon. Le projet de loi dont nous parlons veut fonder la maternité de 2 femmes sur leur intention d'être mère au pluriel d'un enfant. Soit. Mais dans la mesure où 2 femmes ne peuvent pas avoir engendré cet enfant, elles ne peuvent pas indiquer à l'enfant une origine, même pas symbolique. C'est donc le sens même de la filiation qui change. La filiation de ce projet n'indique plus à chacun de qui il est né, même pas symboliquement. Elle désigne à l'enfant ses responsables légaux, au même titre qu'un tuteur en somme. Mais un tuteur n'a jamais indiqué à qui que ce soit son origine. Un tuteur n'inscrit personne dans une généalogie. Un tuteur n'indique à personne de qui il est né. Donc en fait, ce n'est même plus un acte de naissance qu'on va dresser. C'est un acte de référencement légal. Alors pour se réjouir ou refuser une telle évolution, encore faut-il en avoir conscience. Et c'est notre rôle de juriste, justement, d'expliquer les enjeux de ce projet. Pour les enfants concernés, ces 2 responsables légaux nommés mères ont pour rôle constitutif d'évincer le père. On l'appelle géniteur pour atténuer la violence de la privation, mais ce n'est là qu'un cache-misère. Alors c'est certes pas une nouveauté. On a connu en droit cette situation, et ces enfants issus de donneurs ressemblent étrangement aux enfants nés hors mariage au XIXe siècle, qui eux non plus n'avaient pas d'action en recherche de paternité contre leurs géniteurs. Mais ces bâtards d'autrefois, privés d'existence dans leur branche paternelle, est-ce que c'est ça un modèle pertinent pour un législateur au XXIe siècle ? Alors pour tous les autres, eh bien, ce projet impacte également la filiation, puisque le projet de loi fait prévaloir le désir, le projet, l'intention sur la réalité de la filiation généalogique. Un seul exemple. Un homme ne veut pas assumer sa paternité. Que faire ? Le fait que l'enfant soit issu de son spermatozoïde est devenu complètement hors jeu. On ne pourra plus imposer à cet homme une action en recherche de paternité. Fini la pension alimentaire, la mère n'a qu'à se débrouiller parce que le géniteur n'a pas de projet parental. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres de l'impact sur tout le monde. Dans le rapport parlementaire de M. Touraine, est préconisé d'introduire dans le suivi psychologique post-AMP un pédopsychiatre. Mais pourquoi prévoir un pédopsychiatre si la situation est censée être totalement anodine pour les enfants ? Le même rapport préconise l'accès aux origines, qui figure dans le projet de loi, pour, je cite, permettre de répondre à une souffrance. Mais c'est bien l'aveu que la conception d'un donneur engendre des souffrances. Et qui peut sérieusement considérer que l'information sur le nom et le prénom du géniteur à 18 ans
pourrait remplacer l'absence de père ainsi provoquée. Donc les juristes pour l'enfance, nous demandons aux députés et aux sénateurs de relever le défi de leur mission de législateur, car dans un état de droit, digne de ce nom, la réalisation des projets des uns trouve sa limite dans le respect des droits des autres, et c'est pourquoi nous rejoignons les associations ici présentes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Mirkovic. Albéric Dumont, vous êtes vice-président de la Manif pour tous, et ce n'est rien trahir que de dire que ces sujets, vous les avez portés. Que pouvez-vous nous en dire aujourd'hui ? Oui, bonjour à tous. Bon, beaucoup de choses ont déjà été dites pendant cette conférence de presse. Ce matin, au bulletin de 5 h du matin, j'ai écouté une station connue et reconnue, qui est d'ailleurs présente ici. Et le bulletin d'information parlait d'une jeune femme qui était née effectivement d'un don anonyme et qui suppliait de pouvoir avoir accès à ses origines. Et le présentateur conclut avec cette phrase en disant « On comprend cette quête légitime de cette jeune femme dont une partie de l'identité est restée stockée sur une étagère. » On est exactement là dans le combat que nous menons. Alors, il y a des arguments de forme, il y a des arguments de fond. Sur le fond, je pense qu'on en a vu un certain nombre, évidemment, hein, l'absence de père, la privation délibérée d'un père, le risque de détournement de la médecine, évidemment le détournement de la sécurité sociale et de la solidarité nationale, le développement de la marchandisation de l'humain, évidemment aussi, même si certains aujourd'hui nous disent le contraire, la libéralisation de la gestation pour autrui. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a 3 membres du gouvernement qui se sont prononcés favorablement à ce que la gestation pour autrui fasse partie d'un débat, peut-être pas celui-là, mais en tout cas prochainement. Qu'est-ce que c'est prochainement ? Dans 1 mois, dans 3 mois, dans 2 ans. Ce qui est inacceptable aujourd'hui le restera dans quelques semaines ou dans quelques mois, évidemment. Ces arguments de fond ont été traités avec brio par les autres associations. J'en viendrai à un argument de forme. Aujourd'hui, le gouvernement a un comportement jusqu'au boutiste. Il y a eu des états généraux de la bioéthique, qui est la consultation nationale, légale et réglementaire sur ces sujets. 83% des Français se sont exprimés lors de ces états généraux contre la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules. Évidemment, le gouvernement n'en a pas tenu compte. Nous avons écrit au président de la République qui a refusé de nous recevoir. Nous avons publié une lettre ouverte qui est restée sans réponse. Donc évidemment, pour toutes ces raisons, et face à ce refus de dialogue, nous participons et nous participerons à ce que vont organiser toutes les associations ici présentes, que nous remercions pour leur action. Merci beaucoup, Monsieur Dumont. Emmanuel Lepargneux, c'est à vous que revient la parole, et vous parlez au nom de La Voix des Sans-Pères. Merci, Monsieur le maire. Mesdames, Messieurs, je représente l'association La Voix des Sans-Pères, un collectif rassemblant des personnes n'ayant pas eu la chance de grandir avec leur père. Nous sommes filles et fils de pères inconnus, que ce soit d'un abandon, d'un décès ou à cause d'une PMA. Nous souhaitons transmettre à la société un message d'alerte. Oui, un message d'alerte, car nous savons de notre expérience personnelle que l'absence d'un père est une souffrance profonde pour l'enfant. L'association La Voix des Sans-Pères, créée dans le contexte des débats actuels, entend contribuer à faire valoir les droits de l'enfant par le témoignage de personnes ayant vécu dans la situation si douloureuse de l'absence de leur père. Aussi, nous dénonçons le déni de cette souffrance par les acteurs de ce projet au profit d'un pseudo-droit à l'enfant. Elle se joint par conséquent aux autres associations ici présentes dans la lutte commune contre le projet de révision de la loi bioéthique. Ce projet de révision risque de mettre de nombreux enfants, et avant même leur conception, dans une situation dommageable pour leur bon développement. Ainsi, nous participerons aux actions communes qui seront menées dans l'ensemble des domaines de la vie publique, et ce très prochainement. Pour finir, nous revendiquons la légitimité de participer au débat public dans les semaines et les mois à venir. En effet, de par l'expérience de chacun de ses membres, La Voix des Sans-Pères est en position de mettre en avant l'importance de connaître les 2 parents pour l'équilibre de l'enfant. Merci. Merci, Monsieur Lepargneux. Nous souhaitons la bienvenue, alors que je ne me trompe pas, Charlotte Pétriard. C'est ça. Voilà, eh bien soyez la bienvenue. Alors votre association, votre collectif, vous nous en rappelez le nom ? Oui, je suis la présidente de Trace ta route, donc qui est une association qui regroupe des étudiants et des jeunes professionnels, qui a été créée à l'octobre 2018. Et votre route nous rejoint. Alors Et merci ma route d'être là. Merci d'être là.
Franck Meyer, donc maire de Sotteville-Souleval, je suis porte-parole du collectif des maires pour l'enfant. Ce collectif a été fondé en 2005, ça commence à dater, 14 ans. 14 années pendant lesquelles nous n'avons jamais cessé d'insister sur la nécessaire défense des droits de l'enfant et du respect des droits des enfants. Vous savez que la France est signataire de la Convention internationale des droits de l'enfant et que dans cette convention, l'article 7 prévoit que l'enfant a le droit de connaître son père et sa mère, ses parents, et dans la mesure du possible, d'être élevé par eux. Nous savions, en tant que collectif d'élus, dès 2005, que le désir d'enfant étant un désir particulièrement puissant, un jour ou l'autre viendrait où on en viendrait à réclamer un droit à l'enfant. Avec le projet de loi qui est sur la table ce matin, notre collectif a rédigé un communiqué de presse que je vous lis. Pour nous, ce projet de loi relatif à la bioéthique est une inadmissible entaille dans les droits de l'enfant et un effondrement des valeurs républicaines. Je vous rappelle qu'en 2013, nous étions 20 153 maires et adjoints au maire, membres de ce collectif. À travers le projet de loi relatif à la bioéthique que le gouvernement se targue de défendre une certaine vision de la liberté, de l'humanité et de la solidarité. Cette vision, telle qu'elle a été présentée aujourd'hui même, nous semble inquiétante, déshumanisante et injuste. Je vais m'en expliquer. Les bouleversements de l'état civil qui s'annoncent vont profondément modifier les règles de la filiation actuelle et faire naître des injustices jusque-là inconnues. La déclaration anticipée de volonté, je mets des guillemets, qui sera faite en mairie et permettra de, j'ouvre les guillemets, rendre compte du projet parental du couple de femmes ou de la femme qui s'engage seule dans l'assistance médicale à la procréation. Cette déclaration anticipée de volonté créera une discrimination que bien des hommes ne manqueront pas de relever. D'autre part, la privation volontaire et légale de filiation paternelle, si la loi devait être adoptée, serait totalement inacceptable pour les élus que nous sommes et impensable tout à la fois dans une perspective de protection de l'égalité républicaine pour tous les enfants, mais également dans une perspective de respect de la Convention internationale des droits de l'enfant, dont nous fêterons, je le rappelle, cette année le 30e anniversaire. La double filiation maternelle privera des enfants de toute possibilité de faire établir leur filiation paternelle. Il faut en avoir conscience. Est-ce cela l'avenir que nous voulons décider pour ces enfants? Le projet de loi met fin également au consentement du conjoint lors d'un don de gamètes. Comment imaginer une telle disposition alors que, pour les conjoints mariés, je le rappelle, le Code civil, jusqu'à présent, rappelle parmi les devoirs des époux la communauté de vie et le respect. Donner secrètement naissance à d'autres enfants qu'avec son conjoint doit-il être encouragé par l'État? Nous posons très sincèrement la question. Cette vision de la liberté n'est en fait que l'expression d'un individualisme exacerbé, sur lequel une vie de couple ne saurait ni se fonder, ni perdurer. Nous demandons que la loi permette aux jeunes adultes nés de gamètes anonymes d'avoir accès à leurs origines. Mais au lieu de cela, le gouvernement propose qu'ils aient à leur majorité, je cite, la possibilité sans condition d'accéder aux informations non identifiantes relatives au tiers donneur, ainsi qu'à l'identité de ce dernier, à condition qu'il y consente, et je souligne, au moment de la demande d'accès. Acceptera-t-on de priver par la loi certains de nos concitoyens d'une part de leur humanité? Le collectif des maires pour l'enfance déplore à travers ce projet de loi un effondrement des valeurs républicaines et il encourage les élus, notamment ceux qui ont la charge de l'état civil, à résister. C'est pourquoi nous rejoignons le collectif qui est devant vous. Mesdames et messieurs, c'est le moment pour moi de conclure en notre nom à tous. Je m'adresse à vous qui êtes présents, mais également à tous nos concitoyens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Pour les raisons qui viennent de vous être présentées et qui marquent à la fois notre étonnement, notre inquiétude, notre refus de projets obscurs et hasardeux présentés ce jour par le gouvernement, nous exprimons ensemble notre volonté d'affirmer une fois encore que ce n'est pas parce que la science peut qu'elle doit modifier l'être humain. Notre génération
et celles de demain doivent toujours avoir accès à leur généalogie, à leur histoire, sans être des créations anonymes de laboratoire. Et c'est ensemble que nous donnons rendez-vous à tous les Français qui partagent à la fois notre inquiétude, notre détermination, mais aussi notre espérance. Et nous leur donnons rendez-vous, nous vous donnons rendez-vous, le dimanche 6 octobre après-midi à Paris. Nous allons marcher. Marcher pour un monde meilleur et non pas pour le meilleur des mondes que nous proposait Aldous Huxley en 1932. Le 6 octobre, à Paris, marchons enfants, voilà l'appel que nous lançons en ce jour, le 24 juillet 2019. L'avenir compte sur nous, nous le croyons. Merci de nous avoir écoutés, et mesdames et messieurs les journalistes, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Une question au fond de la salle, si vous voulez bien vous lever, vous présenter, et nous vous écoutons. S'il y a un micro, ce serait encore mieux. Mais sinon, on sera très attentif. Voilà. On va vous en faire passer un. Allez-y, allez-y. Alors nous vous écoutons, madame. Pascal Tournier du magazine La Vie. Sur cette manifestation que vous appelez de vos vœux le 6 octobre, est-ce que ce n'est pas trop tard, vu que le projet de loi va être d'abord débattu en commission et passé à l'Assemblée nationale à partir de la mi-septembre? Et deuxièmement, le gouvernement parle d'un débat apaisé. Est-ce qu'il ne va pas y avoir une contradiction dans la mesure où, voilà, vous pouvez potentiellement rompre peut-être cet apaisement? Comment vous le Je vais commencer, madame, par la deuxième remarque que vous faites concernant le débat apaisé, mais nous l'appelons de nos voeux, et ce depuis fort longtemps. Est-ce que le débat sera apaisé? Nous le souhaitons, mais ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'il ne sera apaisant ni pour le Parlement, ni pour le gouvernement, et peut-être pas pour la France elle-même. Quant à savoir si nous arriverions trop tard, puis-je passer la parole peut-être là-dessus à Madame Morinière des AFC? Quel est votre avis en termes de timing? Parce que forcément, et on l'espère, les associations familiales seront interrogées, entendues peut-être. Alors, le calendrier que nous avons, que vous avez certainement aussi, c'est que la première lecture commencera le 24 septembre à l'Assemblée jusqu'à la mi-octobre. Ce qui fait que nous serons en plein dans le sujet quand nous irons manifester. Donc finalement, notre date sera en plein milieu de l'actualité apaisée. Ou pas. Y a-t-il une autre question? Monsieur? Lou Bémond du Journal de la Croix, je vais parler fort aussi comme ma consoeur. Une précision, monsieur Meillard, vous avez appelé les élus à résister. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, c'est bien de le préciser. Dans un premier temps, ce que nous entendons par là, c'est que nous les appelons à rejoindre tous les Français de bonne volonté qui marcheront le 6 octobre à Paris. C'est le sens de notre tout premier appel. Ensuite, je signale ce que vous savez. Nous avons toujours un recours devant l'ONU, qui n'a pas été encore examiné, concernant la liberté de conscience. Vous savez que la Cour européenne des droits de l'homme, en octobre l'année dernière, avait refusé d'examiner notre recours, estimant que parce que les maires agissaient au nom de l'État en matière d'état civil, ils devaient être alors considérés non comme des individualités, mais comme finalement le bras armé de l'État lui-même, et que la Cour européenne des droits de l'homme refusait d'examiner la question de notre liberté de conscience. Cette question de la liberté de conscience va de nouveau se poser. L'état civil va être modifié si le projet de loi devait devenir loi. Dans un premier temps, nous avons interpellé, il y a quelques semaines, l'Association des maires de France. Cela fait partie de nos actes de résistance, mais surtout de nos actes de vérité. Nous avons demandé à cette association de bien vouloir produire une note juridique qui établisse clairement les modifications
qui vont être nécessairement apportés à l'état civil actuel. Il faut que les élus aient cette information de manière objective. Dans un deuxième temps, je rappelle que le congrès des maires qui a lieu au mois de novembre se déroulera notamment le 20 novembre, date du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Oui, nous appellerons nos collègues maires à manifester leur opinion sur le projet de loi actuel. Et en particulier, nous avons demandé à nos associations représentatives de bien vouloir faire connaître au gouvernement l'appréciation que nous portons sur ce projet de loi et toutes les interrogations que nous formulons. C'est notre manière d'engager la résistance que j'évoquais. Monsieur. Oui, bonjour, Pierre Arbulot de la Radio Europe 1. Moi, c'est juste une précision que j'avais à vous demander. À vous, vous disiez qu'il y avait 20 000 maires, c'est ça, dans votre... 20 153. Et vous représentez les 20 153 Absolument. 152, parce qu'il y en a un qui s'est désisté il y a quelques semaines. Alors, aujourd'hui, ce sont des maires et certains qui n'avaient pas été réélus parce que ce comptage, c'était celui de 2014. Il y a eu des élections, etc. Tous les noms sont sur notre site Internet. Et vous dire également que nous allons évidemment relancer les actions d'information et de mobilisation que nous avons coutume de faire depuis 2005. Et nous avons déjà pris rendez-vous, et nous avons eu ce rendez-vous avec le cabinet du Premier ministre, les conseillers du Premier ministre nous ayant fait part de toute leur détermination sur le projet de loi. Une autre question ? Monsieur. Bonjour, Philippe Guidal du collectif Paternest. Alors, le projet de loi qui fait l'objet de votre conférence de presse porte sur de nombreux sujets, mais celui qui suscite le plus d'attention, c'est l'accès des femmes seules et des couples de femmes à la préparation médicalement assistée, c'est-à-dire ce que nous appelons tous communément la PMA sans père. Et à ce titre, je m'étonne que, parmi toutes les associations citées, représentées physiquement ou symboliquement ici, ne figure aucune association spécifiquement dédiée à la défense des pères, pour prendre une expression un peu générale. Alors, je voudrais savoir si vous avez cherché à contacter telle ou telle de ces associations qui existent déjà. Si oui, quelle était leur réponse? Et sinon, pourquoi ne les avez-vous pas contactés? Alors, cher monsieur, nous sommes en marche. C'est-à-dire que le collectif que nous formons ne cesse de s'élargir de jour en jour. Pour tout vous dire, 2 associations nous ont rejoints ce matin même. Et c'est un mouvement que nous lançons. Quand nous avons lancé, je l'ai dit tout à l'heure, ce rendez-vous du 6 octobre, c'est « Marchons enfants ». Et je crois que si vous êtes intéressés à rejoindre ce collectif, je vous invite à laisser vos coordonnées et votre adresse. Nous ne manquerons pas de prendre contact avec vous. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres observations ? Madame, du journal La Vie, je vous en prie. Quels sont vos relais à l'Assemblée nationale aujourd'hui? Est-ce que leur temps parlementaire pour la famille est toujours assez actif? Quels sont vos points d'appui aujourd'hui pour éventuellement... vous allez être auditionné au moment des commissions? Quel va être un petit peu le processus au niveau de l'Assemblée nationale? Je pense que nous allons être auditionnés, certains d'entre nous, je l'espère. Pour ce qui est du collectif des maires pour l'enfance, nous avons demandé à faire partie de la délégation de l'Association des maires de France qui sera entendue. Quant à nos relais, avant de laisser la parole à qui veut intervenir sur ce sujet, je veux faire part d'une inquiétude des maires que je représente. C'est qu'aujourd'hui, ça ne nous a pas échappé, mais parmi les parlementaires, il n'y a plus de maires. Alors qu'autrefois, les élus que nous sommes avions des collègues parlementaires qui connaissaient aussi la réalité de terrain que peut connaître tout maire dans sa commune, nous notons que ce lien de proximité, eh bien, c'est aujourd'hui largement distinct. Vous vous souvenez peut-être que j'avais interpellé le président de la République le 15 janvier dernier à ce sujet, lui demandant de cesser d'arrêter la machine à broyer la proximité et la machine à broyer l'expression populaire. Eh bien, oui, nous avons quelques inquiétudes sur ces relais en direction de l'Assemblée nationale. Est-ce que certains d'entre nous veulent s'exprimer à ce sujet ?
Madame Streb, nous vous écoutons. Avec Alliance Vita, nous avons été auditionnés à nombreuses reprises au Conseil d'État, au comité d'éthique, également à la chancellerie, auprès de la garde des Sceaux. Et Tugdual Derville, notre délégué général, a été reçu par le président Emmanuel Macron pour un dîner pour débattre de ces sujets. Nous sommes extrêmement mobilisés pour, en particulier, former les députés pour qu'ils aient vraiment des dossiers, pour avoir accès en fait à l'ensemble des enjeux compliqués dans ce projet de loi. Il y a des enjeux juridiques extrêmement compliqués, il y a des enjeux scientifiques aussi compliqués. Donc nous avons vraiment une action de formation, d'information poussée que nous allons continuer à mener au-delà de beaucoup d'autres actions qu'on va continuer à mener en parallèle, bien sûr, de cette mobilisation. Les AFC, nous avons également été auditionnés à de nombreuses reprises, comme vous, au CCNE, au ministère de la Justice, de la Santé, à l'Assemblée nationale. Ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas des auditions successives qui vont faire changer les choses. Vous voyez, on a l'impression que la méthode a été de traîner dans le temps et de reposer les questions. On a à chaque fois redit la même chose. Contrairement à Édouard Philippe, nous n'avons pas mûri dans notre jugement. Je mets ce mûri entre guillemets. Voilà, nous redisons la même chose. La méthode qui consiste à faire répéter, voilà, n'est pas forcément une bonne méthode. Donc, on peut indéfiniment être auditionné. Après, sur nos appuis, il y a la question de la liberté de l'opposition. Les partis disent qu'ils laissent la liberté de vote à leurs élus, mais on a vu récemment qu'une élue LREM qui s'opposait un petit peu trop était exclue de son parti. Voilà, donc il y a une vraie question sur la capacité non seulement à voter selon sa conscience, mais aussi à s'opposer, à dire les arguments dans lesquels on croit. J'ajoute que ce relais d'opinion, c'est chacun d'entre nous qui doit l'avoir. Et moi, j'appelle tous les Français et Françaises à prendre rendez-vous avec leurs députés. De la même manière que j'appelle tous les élus à prendre rendez-vous aussi avec leurs sénateurs. Parce que ces sujets sont d'importance. Nous l'avons rappelé tout à l'heure, c'est l'avenir que nous engageons. Et l'humanité ne nous appartient pas. Elle appartient à nos enfants et à nos petits-enfants. Donc je pense que c'est à chacun d'entre nous de prendre rendez-vous avec les parlementaires. Y a-t-il une autre observation ou une autre question à ce sujet? Monsieur, vous vous présentez s'il vous plaît? Alain Gon, Institut de la Fraternité, qui existe depuis à peu près une vingtaine d'années. Il y a quelque chose qui m'interpelle dans tous les discours ambiants, y compris un peu les vôtres. C'est ce que j'entends sur les radios, les médias, je dirais, mainstream, on appelle ça comme ça en anglais. Alors, je n'ai pas la traduction française. L'inquiétude, c'est de voir des termes complètement ésotériques employés à dessein et répétés à longueur d'antenne, du genre famille homoparentale, homoparentalité, famille monoparentale, on en passe des meilleurs. Alors la question, c'est de savoir le sens des mots. Et on sait que notamment, c'est pas un hasard, si les mots ont été choisis pour arriver à des actes législatifs et dans les pensées humaines. Et nous agissons là-dessus, on essaie de faire valoir qu'à partir du moment où on a identifié les adversaires, et on les a bien identifiés, nous, de notre côté à l'Institut de la Fraternité, c'est de combattre la sémantique. Cher monsieur, si vous voulez, la salle est louée jusqu'à 16h. On peut confier les 2 heures qui restent à votre institut pour vous expliquer votre théorie. Mais là, on est dans une séance à votre question, monsieur. de questions-réponses. Donc si on pouvait... Est-ce que vous, en tant qu'association d'élèves salariés, vous allez travailler sur ces questions-là et ne pas vous faire, à notre avis, piéger par cette sémantique? Merci. On donne la parole à Madame Mirkovic. Écoutez, vous êtes arrivé un petit peu trop tard, mais justement, j'ai consacré mon intervention à expliquer qu'en dépit des mots employés comme si de rien n'était, de filiation et de mère, la réalité qui est visée, en fait, change. Parce que la filiation telle qu'elle résulte du projet de loi n'est plus en mesure d'inscrire l'individu dans sa généalogie. Et qu'on emploie le mot filiation, alors qu'en fait, il s'agit d'un processus de désignation d'un responsable légal, d'un adulte référent, d'un éducateur, d'un tuteur. Voilà, donc déjà, le premier mot, en effet, sur lequel nous voulons éclaircir la situation, c'est ce mot de filiation. Le sens de la filiation est en train de changer.
On peut vouloir ce changement, nous le refusons. Et mon objectif est justement qu'on en ait conscience, parce qu'il y a au moins une chose qui est certaine, c'est qu'il est donc erroné de prétendre que le projet ne change rien à la filiation. Ça change tout. On peut toujours employer les mots, mais la réalité change, elle, et c'est ça notre objectif. Donc oui, vous avez raison, les mots sont importants et nous sommes vigilants sur ce point. Je défends en cela Mme Sullereau, qui en 1997 avait repris sur la thématique de famille monoparentale, en disant « Monsieur, je ne peux pas accepter votre terme en l'état, on ne peut pas définir une famille en monoparentalité, c'est pas possible. » J'entends bien, et on note cette citation de Mme Sullereau, et en particulier du rapport qu'elle avait édité en 2005 sur le coût de la non-famille. Est-ce qu'il y a encore une dernière question avant que nous ne mettions un terme officiellement à cette conférence de presse et que nous vous laissions à des échanges interpersonnels, comme on le dit? Rendez-vous le 6 octobre. Il me semblait que c'était affiché. Mais oui, c'est affiché. Voilà, à ceux qui ne l'auraient pas entendu, lisez-le. Et on vous dit à bientôt.